Bonjour les secondes. Alors, je vous accueille aujourd'hui avec une petite version un peu remixée, version dance du God Save the Queen, l'hymne national britannique. Une version qui, j'en suis sûr, doit beaucoup plaire à la reine Elisabeth II. Ça doit tout à fait être son goût et il serait peut-être même question qu'elle remplace la version actuelle du God Save the Queen parce qu'on la juge un peu trop, euh, un peu trop vieillotte. Non, je plaisante évidemment. C'est une façon juste de vous montrer que nous allions encore continuer à travailler sur le modèle britannique, le modèle britannique et son influence, hein, toujours sur les révolutions, que ce soit aux États-Unis, puis en France par le biais des philosophes des Lumières. Et donc, si vous vous souvenez, lors du cours précédent, nous nous sommes arrêtés à une année très importante de l'histoire britannique, hein, l'année 1688. Alors 1688, eh bien, c'est pratiquement un siècle, hein, pile poil avant notre Révolution française, hein, 1688. C'est ce que les Britanniques appellent la Glorieuse Révolution. 1688, c'est une date qui correspond pour les Britanniques à l'abdication de Jacques II Stuart. Jacques II Stuart, qui était le frère de Charles II Stuart et le fils de Charles Ier Stuart, qui avait fini décapité pour s'être un peu trop opposé à son Parlement. Donc Jacques II Stuart avait la particularité d'être catholique et de souhaiter que ce soit son fils Jacques-Édouard, issu d'une seconde union, son fils lui-même catholique, qui lui succède dans un pays à majorité anglicane, donc protestante, et avec une volonté plutôt d'imposer l'absolutisme. Bon, tout cela ne plaît pas vraiment au Parlement britannique, qui va confier le pouvoir et proposer le pouvoir surtout à Guillaume III d'Orange, le mari de Marie Stuart, la fille aînée de Jacques II Stuart, mais qui, elle, est protestante. Euh, 1688, c'est donc l'arrivée de Guillaume III d'Orange qui débarque avec des troupes sur le sol britannique. Jacques II Stuart, qui se souvient de ce qui est arrivé à son père et qui n'est pas totalement idiot, eh bien, il décide de quitter le Royaume-Uni, de se réfugier eh bien, dans le pays qu'il admirait et à la cour du roi qu'il admirait, c'est-à-dire il se réfugie en France et plus particulièrement à Saint-Germain-en-Laye, où il sera d'ailleurs enterré et où vous pouvez voir aujourd'hui juste en face du château de Saint-Germain-en-Laye un monument qui est dédié à Jacques de Stuart. Et Jacques de Stuart donc abdique et le pouvoir revient aux mains de Guillaume III d'Orange et de Marie Stuart. Ceux-ci, pour se voir accorder le pouvoir de façon conjointe, doivent, et c'est une obligation, accepter le Bill of Rights, c'est-à-dire la déclaration des droits. Bill of Rights que je vous demandais d'étudier pour aujourd'hui et que vous avez ici présent dans le diaporama que je vous ai joint au cours, dont nous avons étudié un extrait qui est présent évidemment aussi dans des manuels scolaires. Donc cet extrait qu'on retrouve ici, qu'on trouve également sous forme d'article dans le Hatier. Et je vous demandais donc dans un premier temps de présenter le document en le replaçant dans son contexte, ensuite de repérer, de présenter la construction du document, construction qui se fait en deux parties et qui lui donne l'allure d'un contrat, et enfin de montrer pourquoi on peut désormais parler de l'Angleterre comme d'une monarchie dite parlementaire. Et évidemment, il s'agit de justifier votre réponse. Alors la première question, c'était quoi, du moins la première consigne, c'était de présenter le document et de le replacer dans son contexte. Donc là, vous reprenez des éléments hein, que je viens de dire dans la vidéo, hein, c'est-à-dire nous sommes en 1688, suite à la Glorieuse Révolution, le roi Jacques de Stuart, qui ne respecte pas l'habeas corpus qui avait été accepté bon gré mal gré par son frère Charles II et doit fuir l'Angleterre, il se réfugie en France. Le Parlement britannique souhaite cadrer le pouvoir royal et l'empêcher de devenir absolutiste. Donc des négociations vont être menées, ce que je vous disais, avec Guillaume d'Orange et sa femme Marie de Stuart, ainsi qu'avec le Parlement, autour d'un principe. Les deux souverains vont régner conjointement, c'est-à-dire ils seront rois et reines. Euh, donc
donc la couronne va être offerte à Guillaume III d'Orange et à Marie de Stuart. Mais il y a une énorme contrepartie. Tous deux s'engagent à défendre la déclaration des droits, c'est-à-dire à la respecter, cette déclaration des droits qui s'appelle le Bill of Rights et qui sera proclamée en 1689, donc un an après. Ensuite, je vous demandais donc de repérer et de présenter la construction du document en deux parties qui lui donne l'allure d'un contrat. Donc déjà, le Bill of Rights, quand vous l'observez, eh bien, c'est un texte qui a la forme d'un contrat qui est passé entre les membres du Parlement et les deux futurs souverains, et chacun a des obligations réciproques. Il doit être respecté par les futurs souverains, donc Guillaume III et Marie de Stuart, qui, s'ils ne le respectent pas, ben, risquent de perdre la couronne d'Angleterre. Et en contrepartie, comporte une, pardon, et il comporte une liste d'articles qui sont en fait des obligations, avec des règles, des verbes pardon, qui sont et des expressions plutôt injonctifs, hein, ne peuvent être entravés, doivent être libres, est illégal, doit être fréquemment réuni. Donc on voit que le futur roi et la reine d'Angleterre ont un certain nombre d'obligations euh, qu'ils se doivent de respecter. Et en échange, eh bien, le Parlement leur confie la monarchie d'Angleterre. C'est pour ça que vraiment, euh, il y a des obligations réciproques. Petit 3, pourquoi peut-on désormais parler de l'Angleterre comme d'une monarchie parlementaire? Et donc, c'était la question la plus intéressante, et évidemment, on vous demandait de justifier. Donc, on peut parler d'une monarchie parlementaire qui va être d'ailleurs une monarchie plutôt modérée, hein, elle est modérée par le Parlement, car on a un système institutionnel qui est détaché de la monarchie absolue qui, elle, était le modèle souhaité par Jacques de Stuart. Dorénavant, on a des pouvoirs qui sont séparés. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de faire exécuter les lois, le pouvoir de diriger le royaume, il est exercé par les souverains. Le pouvoir législatif, celui de voter les lois, de les discuter, il relève du Parlement. Et le pouvoir judiciaire, il relève des juges. Donc nous sommes bien dans un régime où les trois pouvoirs sont séparés, ce qui est les caractéristiques d'ailleurs d'une démocratie aujourd'hui. Donc il y a un habile rapport de force, un équilibre des pouvoirs entre le roi et le Parlement. Donc toute action de la part du roi ou de la reine doit demander l'assentiment, c'est-à-dire l'accord du gouvernement tel qu'il est représenté par le Parlement. Chambre des pairs, Chambre des lords hein, et Chambre des communes, je vous rappelle. La Déclaration des droits ou le Bill of Rights, il définit donc les pouvoirs du Parlement, dont l'avis est indispensable pour la suspension des lois, c'est-à-dire qu'une loi ne doit s'appliquer sauf si le Parlement donne son accord. Euh, c'est le Parlement qui doit donner son avis aussi pour l'exécution des lois. C'est important parce que ça avait été un point d'achoppement avec Charles Ier, la levée d'un nouvel impôt royal. Donc tout nouvel impôt royal doit passer par le Parlement. L'entretien de l'armée en temps de paix doit également passer par le Parlement. Tout cela, c'est défini dans les articles 1, 4 et 6. Les droits fondamentaux des sujets anglais sont affirmés, tels que par exemple le droit de pétition, c'est l'article 5, ou c'est-à-dire le droit d'interpeller finalement le Parlement, la liberté des élections à la Chambre des communes, par exemple. Euh, Très important hein, dans ce Bill of Rights, les parlementaires souhaitent éviter la dérive absolutiste, hein, puisque c'était la volonté des ancêtres hein, de Marie Stuart, hein, que ce soit Charles Ier, Charles II, Jacques II, tous avaient été tentés par cette dérive absolutisme et l'influence que pouvait avoir le régime monarchique absolutiste français. Donc pour éviter toute dérive, le Parlement doit être réuni souvent, ce qui avait été beaucoup reproché, notamment à Jacques II et aussi à Charles II. Donc réunir le Parlement régulièrement. Donc ça, c'est l'article 13. L'article 10 complète les dispositions judiciaires de l'habeas corpus de 1679. Il protège les accusés des cautions excessives, c'est-à-dire des sommes d'argent qui seraient trop importantes
qui serait exigée en échange de la libération provisoire de l'accusé. Et de même, l'article 10 protège les accusés des peines cruelles. Donc, on essaye d'avoir une justice plus humaine en quelque sorte. Donc, on peut dire que la Déclaration des droits, le Bill of Rights, c'est une formidable avancée pour la liberté d'expression aussi. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? C'est que ces révolutions, parce que finalement, il y a eu deux révolutions en Angleterre, hein, il y a eu la Grande Rébellion et la Glorieuse Révolution de 1688, eh bien, ces révolutions n'ont pas remis en cause le maintien de la monarchie en Angleterre, au contraire de ce qui se passera plus tard en France à la fin du XVIIIe siècle, mais désormais, ce n'est plus une monarchie qui se voudrait à tendance absolue, c'est une monarchie parlementaire avec une claire et nette séparation des pouvoirs, et c'est une monarchie qui va inspirer, on le verra par la suite, de nombreux penseurs d'Europe, et notamment de nombreux penseurs qu'on va appeler des philosophes, et les philosophes des Lumières qui viendront observer ce système et qui le mettront évidemment en parallèle avec ce qu'ils peuvent observer en France ou dans d'autres pays d'Europe qui ont des régimes de type monarchie absolue. Alors pour résumer, la séparation des pouvoirs dans le régime monarchique anglais, on voit qu'à la base de ce régime, hein, on a des électeurs, alors des électeurs qui sont loin d'être une majorité, hein, pour pouvoir être électeur, il faut payer un cens, donc c'est donc un suffrage censitaire. Les électeurs ne représentent que 4% de la population adulte masculine, bien évidemment. Donc 4%, c'est à peu près un adulte sur 25. Donc c'est une toute petite minorité. Ces électeurs vont voter pour les membres de la Chambre des communes, les députés de la Chambre des communes. Les membres de la Chambre des lords, eux, le haut clergé et les nobles, sont nommés toujours par le roi. Donc le Parlement, qui a le pouvoir législatif, vote les lois, autorise les impôts, l'entretien d'une armée, dispose de la liberté d'expression, donc il peut s'exprimer librement et le roi ne peut pas emprisonner les parlementaires parce qu'ils se sont exprimés librement. Et à partir de 1782, donc près d'un siècle après la Déclaration des droits, il pourra même renverser le gouvernement. Le gouvernement, lui, il fait partie du pouvoir exécutif. Il est nommé par le roi ou la reine avec un premier ministre. Le roi ou la reine, lui, il approuve et exécute la loi, il décide de la guerre, il doit se soumettre à la loi. Donc il y a bien une idée que le pouvoir exécutif doit se soumettre en quelque sorte au pouvoir législatif, ce qui était évidemment inadmissible dans un régime de monarchie absolue. Il convoque le Parlement et il doit le faire régulièrement. Il peut dissoudre le Parlement, mais il ne peut pas ne pas respecter les lois du Parlement puisqu'il doit se soumettre. Donc on voit bien que son pouvoir est tempéré par le Parlement. C'est bien pour ça qu'on peut parler de monarchie parlementaire. Et on voit qu'en retour, le Parlement peut renverser le gouvernement, ce qui montre bien que le Parlement peut avoir une action sur le pouvoir exécutif. Donc voilà le modèle des institutions anglaises à la fin du XVIIIe siècle, un modèle qui est beaucoup plus tempéré que la monarchie absolue, avec des contre-pouvoirs, et qui évidemment va influencer de nombreux penseurs. Alors ce régime politique original, hein, cette monarchie parlementaire, ne va pas connaître de contestation majeure au XVIIIe siècle hein, en Grande-Bretagne. Il vise à reconquérir des libertés ou même à conquérir des libertés et à affirmer des droits fondamentaux. Et c'est vraiment un modèle qui va fasciner les intellectuels de l'époque et notamment ben, les philosophes des Lumières. C'est ce que l'on va voir dans le grand B, donc l'influence du régime britannique sur les philosophes des Lumières. Et on va voir dans quelle mesure la monarchie parlementaire anglaise va-t-elle inspirer les philosophes des Lumières. Philosophes des Lumières que vous aviez pu étudier quand vous étiez en quatrième, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Montesquieu, Rousseau, etc. Et philosophes sur lesquels on va revenir lors de la vidéo suivante.